bienvenue. Je vous souhaite vraiment de passer 1 heure avec nous dans ce webinaire, de 4e webinaire sur la réflexion stratégique Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet Digital Mentoring Programme de l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise. Comme vous le savez, ce projet a pu être réalisé dans le contexte, dans la période Covid. C'est grâce à nos sponsors, grâce à l'ambassade de l'Australie, grâce à la banque, la Mauritian Commercial Bank, à l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise sous la présidence de RIMA, avec mon collègue Diane Thompson, commissaire océanique des femmes chefs d'entreprise, avec l'Association australienne de Women Chief Executive International de l'Australie, les présidentes des pays de l'océan Indien, les mentors et les mentees. Alors aujourd'hui, on va partir sur la discussion portera sur comment comprendre et comment développer les capacités de réflexion stratégique qui peuvent aider une femme entrepreneur à passer son entreprise au niveau supérieur et à construire une croissance durable. Le contexte étant difficile, on le sait très bien, mais il faut aussi savoir qu'il y a la loi, la survie du plus fort et la loi du marché. Aujourd'hui, nous avons réuni 3 invités et sans plus tarder, je vais vous introduire à nos invités. Alors, Bertrand Lazare. Bertrand Lazare est un coach en stratégie digitale, expert en innovation de la food tech, accompagnateur de la gastronomie française, animateur en intelligence collaborative, 34 ans d'expérience dans la transition digitale auprès de dirigeants de grands groupes, PME et aussi start-up. Son cursus international, Silicon Valley, Afrique du Sud et Australie, en passant en 4 ans à Maurice. Et nous avons eu l'occasion d'avoir ce coach soleil avec nous sur un projet de l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise où il a accompagné 5 entreprises, des membres de l'association sur la transition digitale et l'intégration des nouvelles technologies dans leur entreprise. Merci Bertrand pour ta générosité parce que tu as aussi accepté d'être un de nos mentors, des 50 mentors du premier batch. Tu vas nous en parler de ton expérience. Après, nous avons notre présidente mondiale qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, Marie-Christine Augly. Marie-Christine Augly, quand je vois sur tous les sièges, les conseils d'administration que tu donnes ton temps, je trouve que c'est très remarquable. Alors, Marie-Christine Augly, je vais te présenter en premier par ton engagement vis-à-vis des femmes chefs d'entreprise. En 2004, elle est élue présidente nationale de l'Association des femmes chefs d'entreprise jusqu'à 2013. Elle est élue secrétaire générale et vice-présidente des femmes chefs d'entreprise mondiales en 2013 et devient présidente mondiale des femmes chefs d'entreprise en 2017. En 2092, elle crée la société Fluid Dynamique International et elle crée en 2008 Enginesoft France, société spécialisée dans l'ingénierie et la simulation numérique. Déjà très avant-gardiste dans ta démarche d'entreprendre. Marie-Christine Augly est aussi depuis 2014, entre autres, présidente des femmes de l'économie, présidente de MEDEF Île-de-France, conseillère du commerce extérieur de la France. Alors, les compétences, c'est stratégie, innovation, networking et lobby. Elle est aussi, Marie-Christine Augly, est officier dans l'Ordre national du mérite et chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Merci pour ton dévouement, ton engagement, une inspiration pour toutes
femmes. Et il faut dire que ton réseau, Marie-Christine Ogli, c'est 60 pays, 5 millions de membres. Alors, tu as 5 millions d'enfants, comme tu disais. La troisième invitée, c'est Stephanie Ningson. Stephanie Ningson a plus de 15 ans d'expérience dans le Financial Services Industry. Elle a démarré sa carrière au sein de la MCB. Head of Marketing, ses responsabilités étaient autour de la création de Strategic Marketing Program. Head of Cards depuis 2017. Aujourd'hui, le challenge et l'innovation dans le monde des paiements digitaux. Merci Stéphanie d'être avec nous et merci de pouvoir partager cette belle expérience avec toutes ces femmes chefs d'entreprise. Plaisir. Nous allons aujourd'hui, comment vous dire, comment on veut comprendre, vraiment comprendre, comment comprendre et développer les capacités de réflexion stratégique qui peuvent aider une femme chef d'entreprise à faire passer son entreprise au niveau supérieur. Donc, ma première question que je vais vous envoyer, c'est vraiment, d'après votre parcours, tout ce que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui, vous avez été jeune, allons dire 20 ans de cela, vous ne maîtrisez pas ces outils que aujourd'hui vous maîtrisez. Alors, partagez avec nous à travers votre parcours, comment est-ce que vous définissez la réflexion stratégique et l'importance de l'acquérir pour réussir vos buts, votre passion, votre carrière, vos entreprises. Alors, je peux laisser Marie-Christine, je t'invite à commencer. D'accord. Moi, j'ai toujours été une femme de réseau, en fait. Après mes études, très vite, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit qu'on s'enrichissait au contact des autres. Alors, c'était déjà vrai quand j'étais étudiante, mais ça a été encore plus vrai quand j'ai d'abord travaillé. Pendant 3 ans, j'ai été salariée. Après, j'ai toujours créé pas toujours mon entreprise, j'ai créé des filiales de groupes étrangers, notamment une société américaine, une société anglaise. Mais j'ai toujours pensé que pour développer son activité, pour acquérir plus de connaissances, c'était aussi avec les autres. Alors, j'ai rejoint le MEDEF, tu as dit que j'avais été présidente du MEDEF Île-de-France, effectivement, mais j'ai d'abord été adhérente de base, mais ça me permettait de rencontrer d'autres personnes, de prendre des idées ici, là. Ça m'a permis aussi de changer de structure, hein, de quitter le groupe américain pour travailler pour une société anglaise. Parce que j'ai vu émerger un certain nombre de nouvelles technologies qui m'ont intéressée. Je me suis aussi inscrite, j'ai d'ailleurs créé un des clubs ce que nous appelons l'Association pour le progrès du management, l'APM. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes présent, que l'APM est présente à Maurice. Je confirme, ils sont présents. Je suis membre. Donc, j'ai créé le club Paris-Paris, qui a été le premier club, d'ailleurs le seul qui soit entièrement à parité. Donc, on recrute un homme, on recrute une femme. Et donc, là, on a quelque chose que j'ai mis en place après aussi chez FCE France et puis que l'on est en train de mettre en place au niveau de l'association mondiale, qu'on pourrait appeler les masterclass, puisque en fait, on a des intervenants, des experts qui viennent nous parler de sujets liés à l'entreprise et qui nous apportent une véritable connaissance dans des domaines que l'on ne connaît pas ou bien un approfondissement dans des domaines que l'on connaît. Donc, c'est tout ce que les autres ont pu m'apporter qui m'ont permis d'évoluer au sein de l'entreprise et peut-être d'évoluer également au sein du monde économique, puisque maintenant, comme l'a dit Aline, je suis très impliquée dans le monde économique en France, que ce soit avec le MEDEF ou d'autres, les conseils du commerce extérieur, etc. Alors, ce n'était pas une stratégie au départ, ça l'est devenu, puisque au départ, je l'ai fait spontanément, c'est quelque chose qui me plaisait, le réseau. Et puis, petit à petit, je me suis dit, un réseau, ça se construit. Alors, ça se construit en réel, en présentiel. Après, ça doit se construire aussi au niveau digital.
Alors, c'est un peu plus compliqué, peut-être plus compliqué et plus simple, parce qu'on se fait de nombreux amis à travers les réseaux sociaux. Il faut savoir faire le tri, il faut savoir ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'entreprise et ceux qui vont simplement nous faire perdre du temps, parce que voilà, on est très sollicité. Mais en même temps, malgré mes occupations, c'est vrai que j'aime accompagner les autres et que c'est difficile pour moi de refuser de l'aide à quelqu'un qui lance. Et il nous propose de faire des petites vidéos avec donc une qui est le mentor du moment et la mentie du moment. Et puis, bon, forcément, le courant est passé tout de suite et de mentie juste pour la vidéo, elle est devenue une mentie que je vais accompagner. Donc, comme si je n'avais pas suffisamment d'occupation, mais je la prends sous mon aile parce qu'elle a une très belle initiative et que j'ai envie de l'accompagner. Voilà. Merci. Merci, Marie-Christine. Et dire, souvent on dit que les gens qui ont beaucoup à faire, des fois, ils sont très efficaces. Il faut avoir l'efficacité pour pouvoir faire tout ça. Et là, je crois que tes 24 heures sont vraiment très, très bien time management. Surtout Alors, au niveau mondial, c'est important puisqu'on a ouais, des créneaux horaires qui sont différents. Je pense que pour Diane, elle a dû se lever très tôt. Hello Diane. Diane, c'est 9 heures du soir là, chez elle. Ah oui, L'Australie, Noël, oui, c'est très tard, c'est effectivement. très tard. Mais j'ai été amenée il y a peu de temps à faire une visio, c'était avec Taïwan, où c'était à 3 heures du matin pour moi. Voilà. Donc, c'est vrai que quelquefois, voilà, il ne faut pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, mais je pense que c'est peut-être aussi le secret de la réussite, de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil et pouvoir se reposer en dormant une demi-heure et de repartir. Ouais. Merci, merci pour ce partage. Alors, je demande à Stéphanie de Oui. partager avec nous quelle stratégie elle a su s'adapter. Elle a su adapter pour ça. Le partage, juste une confidence, un témoignage. Euh, Lorsque donc je débutais ma carrière, souvent hein, on m'a dit donc il faut penser plus stratégique, prendre de la hauteur. C'est souvent on entend ces mots-là. Et à ce stade de ma carrière, la stratégie me paraissait un mot qui est peut-être inaccessible, qui est quelque chose de, ben, il faut être stratège, c'est quelque chose de compliqué. Mais finalement, enfin, avant de partager donc mon expérience à moi, je pense qu'il faut qu'on démystifie justement ce concept parce que la stratégie, après tout, c'est juste d'abord se fixer ses objectifs et de mettre en place des moyens pour l'atteindre. Donc, en gros, c'est ça. Mais bien souvent, on a peur de ce mot et on pense que c'est quelque chose de très sophistiqué. Sinon, donc, comment est-ce que j'ai évolué justement dans ma pensée stratégique au fil de ma carrière? Donc, dans un premier temps, c'est beaucoup d'implications personnelles. Donc, par nature, moi, j'adore apprendre. Depuis tout petit, hein, les profs me décrivaient as a keen learner, donc j'aime apprendre. Et donc, je m'efforce d'être toujours ben, à la pointe de ce qui se passe dans le monde, de faire des lectures, de me documenter. Et, euh, et récemment, donc, c'est déjà en 2018, donc, j'ai décidé donc ben, de reprendre mes études. Donc, j'ai fait un executive MBA à HEC et ça m'a permis aussi justement d'avoir un cadre et des outils pour guider ma réflexion. Donc, ça, c'est plus au niveau personnel. Après, je pense que tout ce qui est donc au niveau justement de tous ces cadres théoriques que je suis sûre que dans le programme Business Without Borders, il y a justement cette présentation et cet apprentissage de ces schémas pour guider notre pensée. C'est important aussi de joindre la théorie à la pratique. Donc, j'ai de la chance de pouvoir participer dans des projets stratégiques au niveau de la banque.
Tout d'abord, pas en tant que, pas forcément responsable de projet, mais participant, et rien qu'à observer, à écouter. Déjà, en écoutant les questions qu'on pose dans des comités stratégiques, ça forme déjà notre manière de penser, genre, premièrement, donc, des questions simples, genre, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est une stratégie d'expansion? Est-ce qu'on veut aller à l'international, etc. Pour après, justement, venir dans le côté plus pratique. Donc, deuxième, donc, c'est justement ce frottement à, à des projets stratégiques. Et enfin, je rejoins aussi ce que Marie-Christine dit, c'est le dialogue. Le dialogue déjà avec mes pairs au niveau de la banque, je pense, confronter, parce que finalement, la mise en place d'une stratégie, c'est l'articulation d'une vision. Au sein de, bon, peut-être pour quelqu'un qui est self-employed, donc c'est sa vision, mais je pense que dans le monde, justement, c'est collaboratif. Donc, c'est comment est-ce qu'on articule ces différentes visions qui sont notre vision personnelle du marché et du monde pour mettre en place des moyens qui vont permettre à l'objectif. Donc, le dialogue avec mes pairs, mais aussi là actuellement, donc, vu que je suis dans les paiements digitaux, aussi le dialogue avec tous les stakeholders. Et ça, j'encourage justement les femmes chefs d'entreprise de se parler entre elles, parce qu'on peut apprendre de nos expériences respectives, de se parler dans les autres stakeholders de leur industrie. Donc, par exemple, moi, actuellement, dans l'innovation, c'est surtout tout ce qui est FinTech. Donc, déjà, de voir comment est-ce qu'ils pensent différemment, comment est-ce qu'ils voient les opportunités du marché. Donc, tout ça, ça aide à affiner donc justement ce strategic thinking et de pouvoir prendre du recul par rapport à ces opérations de tous les jours, parce que je peux comprendre que gérer une entreprise, surtout dans le contexte actuel, il y a beaucoup à faire, ce n'est pas évident. Mais je pense avoir justement ce réseautage et d'apprendre des autres, ça nous permet de prendre un peu de la distance pour réfléchir où est-ce qu'on veut mener nos activités et dans votre cas, votre entreprise. Merci, Donc, Stéphane. un multi-prong, comme on dit. Ouais, merci, merci. Moi, ce qu'on retient de ton partage, c'est vraiment que tu adores apprendre. Et je crois que la connaissance est très importante en tant que chaque ressource financière est un des ingrédients. Et bien L'information, souvent, c'est le résultat aussi de justement. voilà, le C'est plus le réseau, la résultat. connaissance et l'information. L'information, donc le réseau apporte l'information et le réseau, c'est quand même une grande voie. Et là, vraiment, je trouve que tu as démystifié ce qu'on appelle, nous, les femmes d'entreprise. On va dire, ah oui, mais c'est que des grandes entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des coachs stratégiques ou de faire des comités scientifiques. Non, je crois que là, vraiment, tu démystifies et que tu nous dis, si nous sommes une entrepreneur et on a une employée, et à deux, il faudrait vraiment avoir et atteindre cette vision partagée. Il faut vraiment que cette vision d'entreprise soit partagée, la vision de l'entrepreneur soit partagée par ses employés. Tout à fait, oui. Hein? Je crois que ça, parce que c'est ensemble qu'on va. voilà. Déjà, ensemble, on va formuler cette vision et on va travailler ensemble pour Voilà. l'atteindre. Je crois que ça, c'est un langage que tous les femmes entrepreneurs qui sont présentes et qui auront l'occasion de visionner ce webinaire aura vraiment, je vais te dire, c'est clair, c'est très clair. Il ne faut pas croire que c'est compliqué. Alors maintenant, je passe chez Bertrand. Bertrand, merci d'avoir été courageux d'être parmi nous. Un plaisir. Et tu fais notre gender balance. Hein? Bertrand, à toi. Écoutez, déjà, je voudrais vous remercier. J'ai beaucoup de chance déjà d'être parmi vous, d'autant plus que je ne vois pas beaucoup d'hommes, en tout cas dans l'Assemblée. Donc, c'est une double chance. Une double chance parce que en ayant coaché beaucoup d'entrepreneurs, je me suis aperçu à quel point, en fait, il était à la fois plus facile et plus intéressant de coacher les femmes, parce que les femmes ont un côté extrêmement pragmatique.
quand vous coachez en fait un homme et que vous lui donnez des préconisations en fait qu'il doit expérimenter, il commence par faire l'inverse pour s'assurer que vous lui avez pas raconté des bêtises. Là où une femme va au contraire gagner du temps et mettre en pratique en fait les bonnes préconisations extrêmement rapidement. Donc, j'ai eu la chance, effectivement, de passer un peu de temps à l'île Maurice, puisque un des débats et un des éléments de ma carrière qui se situe, du coup, dans le digital, ça nécessite beaucoup d'humilité, en fait, dans ce qu'on fait. Et la seule définition, on nous a mis une étiquette d'expert. Alors, Marie-Christine parlait d'APM. J'ai eu la chance de passer 10 ans comme un des numéros 3 des experts autour du digital, avec plus de 250 conférences partout sur la planète sur cet univers-là. La seule définition d'expert, c'est qu'on sait rien. Donc, la première premier des éléments importants, et surtout dans le digital, où tout ce qui était vrai hier devient faux demain, c'est en fait une humilité impérative. Et quand on est dans une vision très réseau, comme Stéphanie et Marie-Christine ont déjà abordé, ça nous amène en fait du coup à prendre conscience de la complexité du monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, la Covid et tous ces éléments-là ne font qu'accélérer les choses. Et je dirais pour construire une carrière, pour définir une stratégie, alors je reviens aussi sur ce qu'a dit Stéphanie sur la notion de gros mots, c'était comme intelligence collaborative que tu as évoqué, où je travaille beaucoup en réseau avec des démarches d'intelligence collaborative. Pour beaucoup d'entre nous et beaucoup de gens, on considère ça être des gros mots plus que des grands mots. Parce qu'ils ne se sentent pas plus intelligents que les autres et collaboratifs, ils sont avant tout individualistes et très entrepreneurs individualistes et que le collectif n'arrive qu'après. Sauf que quand ils commencent à expérimenter ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au travers des réseaux tels que vous le vivez, vous, de la MFCE et tous ces réseaux-là, ça fait vraiment prendre conscience, grâce à cette humilité, de la richesse que nous allons acquérir au fil de l'eau, de la rencontre, entre guillemets, des différents regards en fait, de chacun. Moi, j'ai eu la chance aussi bien d'accompagner des grands patrons du CAC 40, des PME internationales, des startups, des gens extrêmement différents. Et ça nécessite effectivement beaucoup d'humilité et le passage de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud l'est encore plus parce qu'on a une complexité et ça a été un de mes bonheurs à l'île Maurice, c'est de pouvoir vivre au cœur d'une complexité à la fois de culture, de religion, qui viennent rajouter, on va dire, à la complexité en fait, individuelle en fait, de chacun. Voilà, après... je pense qu'il est important, donc c'est cette humilité, c'est de se dire on ne sait pas tout, c'est pas grave. Par contre, on a plein de gens intéressants autour de nous et on va pouvoir apprendre avec eux. Je pense que c'est important dans l'intelligence collaborative, on construit ce qu'on appelle des amitiés professionnelles. Alors j'utilise volontairement les deux mots parce qu'ils sont souvent un peu opposés. Le côté pro veut souvent dire efficacité et le côté amitié veut souvent dire affectivité. L'intelligence collaborative, c'est créer des amitiés professionnel, ça veut dire cette capacité en fait à identifier des gens que vous aimez et en particulier vos collaborateurs, c'est quand même les premiers acteurs en fait que vous allez apprécier et que vous allez avoir envie de faire grandir avec vous et tous ces partenaires dont vous allez vous entourer. Et cette amitié professionnelle en fait est essentielle parce qu'elle permet de créer des relations durables avec des gens qui vont pouvoir vous guider, vous aider, vous accompagner. Quand je coach des startups, la première des décisions que je leur fais prendre en général, c'est de créer un comité des sages. Alors, je dis bien des sages et pas des singes, même si parfois ça peut le devenir dans certaines réunions, mais c'est vraiment cette capacité à oser aller chercher des gens les plus fous que vous adorez pour les solliciter. Et ce comité des sages, il a un gros avantage, c'est qu'à la différence de vos collaborateurs, de vos actionnaires, de tous les acteurs qui sont dans l'entreprise, qui ont un intérêt en fait différent par rapport à vous, ce comité des sages qui est non impliqué, que vous allez inviter régulièrement à partager vos folies finalement, va vous permettre à la fois d'être un accélérateur en fait derrière de contact, un accélérateur de
réseau et va vous permettre en même temps de pouvoir jouer déjà cet effet de coach, puisque le coach en tant que tel, ce n'est pas un expert qui dit ce qu'il faut faire, c'est quelqu'un qui joue un effet miroir, qui amène son retour d'expérience pour que le dirigeant puisse prendre lui-même ses propres décisions en conscience. Et ça, c'est une décision, moi j'ai prise il y a très très longtemps et j'ai eu la chance d'être bien entouré, d'avoir des gens absolument fabuleux autour de moi et que je conseille, auquel je conseille en fait en tout cas à tous mes entrepreneurs pour s'enrichir dans un monde aussi difficile qu'aujourd'hui où il faut oser naviguer dans le flou, et ben, ça nécessite en fait cette agilité en fait impérative qui fait qu'on a beau avoir des stratégies et Stéphanie l'a très bien dit, une stratégie ça n'a rien de très compliqué, c'est juste de définir la belle aventure où on veut aller pour savoir si on part justement à l'île Maurice, aux Bahamas ou ailleurs, parce que ça permet de savoir dire non et c'est important pour pouvoir maîtriser son temps. Mais à partir de là, en fait, vous allez définir surtout quand vous savez où vous allez pouvoir définir les conditions du succès. On dit les objectifs flous amènent des conneries précises. Et bien là, ça permet en fait derrière de pouvoir dérouler en fait un plan d'action qui ait du sens. Et le mot sens aussi est très important pour moi par rapport à ce que l'on est intrinsèquement parlant derrière. Mais néanmoins, on sait que nos chemins sont complexes et qu'aujourd'hui, il faut être avant tout adaptable, agile, capable en fait de se réinventer. Et quand on sait, curieusement, alors qu'on croit que finalement le savoir est ce qui est de primordial pour pouvoir réussir, en fait, la remise en question est et donc je reviens au thème initial de l'humilité, c'est que si aujourd'hui des startups avec des gamins, entre guillemets, réussissent aussi bien, c'est parce qu'ils osent en fait tout réinventer, se reposer des questions totalement idiotes que nous qui avons aujourd'hui un peu d'expérience, peut-être il y a des choses en fait sur lesquelles on se dira bah non ça marche pas, on sait puisqu'on l'a déjà expérimenté. Et donc quand on sait qu'on sait rien, en fait on va beaucoup plus vite parce qu'en fait on va pouvoir réinventer en étant beaucoup plus agile dans un monde qui est en permanence en fait en mutation. La Covid a été une chance extraordinaire de faire avancer des choses, on va dire à vitesse grand V, avec toute cette complexité aussi en fait économique que l'on vit tous, mais qui nous amène justement, quand on est agile, quand on est souple, quand on est prêt à remettre en cause en fait derrière ces savoirs, de pouvoir accélérer les choses et pouvoir trouver les opportunités qui nous permettent de résister, d'avancer, d'être vivant. Merci Bertrand. Eh ben, quand on t'écoute, on a l'impression que tout est facile quand on vous écoute. Mais sachez que chez les femmes chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui peinent en ce moment. Et là, je vois avec toi, Bertrand, qu'il y a ce côté pragmatique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on voit les forces de la femme. C'est ce côté pragmatique chez la femme. Il faut avoir l'humilité, ça veut dire la remise en question de son existence, c'est s'adapter et oser dire que aujourd'hui, ce que je fais n'est pas dans l'air du temps. Le Covid, eh ben, quand on va dire le Covid, c'est vraiment une crise, eh ben, il faut parce que nous sommes des entrepreneurs, on crée de la richesse, on saisit les opportunités. Alors, il faudrait vraiment saisir, oser et vraiment oser. Et moi, aujourd'hui, ce que j'entends bien dans vous trois, c'est l'intelligence collaborative. Que nous, au sein de l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise, nous appelons ça à chaque fois, nous disons, allons, je viens chercher notre sisterhood. C'est ce sisterhood qui peut, dans des périodes un peu plus pénibles, un peu plus difficiles, d'avoir du soutien. Et ce soutien, ça ne coûte pas un sou. C'est un investissement dans le réseau. Alors tout ça, je crois que c'est des petites choses qu'on le fait, mais aujourd'hui, quand on entend, c'est vraiment, il faut qu'on essaye de voir quand on est dans un problème, la première chose, c'est de s'asseoir, de réfléchir, de concevoir son agilité pour dérouler un plan d'action qui va donner sens à cette tournure ou à notre activité pour faire face à la crise. J'ai une question d'un des membres et là, j'aimerais bien que tu puisses répondre à cette question. Dans le contexte actuel post-Covid,
où elle dit on n'a aucune certitude sur plus loin que le bout de notre nez. Comment adapter la stratégie d'entreprise? Avant, on faisait des stratégies 1, 3 et 5 ans, mais maintenant, est-ce justifié? Est-ce qu'il faut continuer à faire des stratégies 1, 3, 5 ans? Est-ce que c'est légitime de penser à long terme? Doit-on plutôt prévoir des scénarios à moyen terme ou autres? Qu'est-ce que tu dirais à cette femme chef d'entreprise? Si c'est à moi que tu parles, Oui, ok. Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Voir loin, c'est quand même important parce qu'on a des enjeux, on a des investissements, on a des nécessités en fait, de rentabilité qui peuvent être très différents selon ce que l'on fait. Et voir loin, encore une fois, je dis souvent à un entrepreneur, votre aventure, enfin votre entreprise en tant que telle, c'est une aventure avant tout, une aventure entrepreneuriale, une aventure humaine. Cette aventure, c'est comme effectivement un voyage, encore une fois. Le fait de savoir où tu vas, ça te permettra de l'atteindre. Hein. Le fait d'avoir une vision 3, 5, 10 ans, etc., c'est important parce que justement, ça permet en fait, de savoir véritablement en fait, ce qui va te rendre heureux et là où tu vas arriver. Après, la manière de le faire, les chemins tactiques, ce qu'on appelle entre la stratégie et la tactique que tu vas mettre en place en fait derrière pour atteindre tes objectifs, lui va s'adapter encore une fois de façon peut-être encore plus forte aujourd'hui, compte tenu en fait de cette période de flou et complexe. Mais avoir une vision à 3-5 ans, en fait, c'est bon parce que ça permet aussi aux gens qui t'entourent, que ceux qui t'entourent comprennent là où tu as envie d'aller. C'est une question d'énergie, c'est une question d'envie, c'est une question de plaisir. La première des choses que je fais souvent avec le chef d'entreprise et ce que j'ai fait dans le cadre avec Brigitte Ellison, donc à Madagascar, euh, qui est un projet fabuleux, même si elle a vécu la Covid de façon un peu difficile et a été un peu ralentie. Elle a une expérience touristique à sensibilité écologique, absolument un projet fabuleux. Ce qui est très important dans un premier temps, c'est que les gens comprennent qui sont eux. Parce que, encore une fois, cette aventure, c'est faire résonner ses tripes. Ce qui est le plus important, en fait, c'est pas d'aboutir, d'être riche ou autre, c'est en tout cas de répondre en fait à ses aspirations profondes, à chacun, quelle qu'elle soit, et de veiller en fait derrière à ce que leurs yeux brillent, à ce que derrière ils aient un appétit, une énergie absolument fabuleuse pour aboutir en fait à leur vision. Donc avoir des objectifs à long terme, ça reste, même si aujourd'hui le monde est compliqué, ça reste prioritaire. Et après, se connaître soi-même pour pouvoir faire en sorte que son aventure résonne, soit en cohérence en fait entre ce que nous sommes, ce que nous avons réellement envie et ce que nous pouvons partager à nos collaborateurs, nos partenaires et toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle de notre écosystème entrepreneurial. C'est ce qui donne du sens et facilite la compréhension aussi de là où tu veux aller pour que les gens puissent te donner un coup de main parce que du coup, ils comprennent mieux en fait ce dont tu as besoin aussi. d'accord. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le point de vue au niveau de banque? Oui, non, je rejoins ce que Bertrand dit. Je pense que c'est toujours utile, voire nécessaire d'avoir quand même une vision à moyen terme, si ce n'est pas le long terme, mais au moins à moyen terme. C'est vrai que dans le contexte que nous vivons, c'est difficile de faire des plans au-delà de 5 ans. Au fait, au niveau de la banque, nous, on fait maintenant des plans sur 3 ans, mais de manière continue, parce que justement, l'environnement change tellement. Mais je pense qu'il est important d'avoir cette direction, ok, et cette vision qui va, au fait, permettre l'alignement de tout un chacun vers ses objectifs. Parce que sinon, en absence de vision, c'est vrai qu'on gère l'opérationnel. Donc, on risque de faire beaucoup de firefighting, alors que l'environnement opérationnel, lui, va bouger constamment. Et après, on se rend compte, ah zut, du coup, mon entreprise, ça ne répond plus aux conditions et aux besoins du marché. Donc, moi, je pense il est nécessaire de le faire. Et aussi, mais maintenant qu'on fait un plan, donc ça ne veut pas dire que ça va se passer comme nous l'avons planifié. Je pense qu'il est aussi important de faire des scénarios.
genre optimiste, réaliste et vraiment pessimiste, worst case scénario, pour voir justement quelles sont les balises dans lesquelles nous opérons et de pouvoir au mieux anticiper le meilleur, bien sûr, parce que quand tout va bien aussi, quelquefois nos opérations ne suivent pas, hein. On n'arrive pas à répondre à la demande. Donc, et à contrario, si tout va mal, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je rebondis? Donc, je pense que c'est important d'avoir ce temps de réflexion. Maintenant, je réalise une PME fonctionne différemment d'une banque, mais je pense que si vous pouvez mettre de manière systématique une réflexion justement sur des plans stratégiques, en discuter, réactualiser, c'est une discipline que j'encouragerais. D'accord. Et Marie-Christine, avec tout ton réseau des 60 pays dans le monde, est-ce que tu as le même, comment est-ce que quelle est la température, le baromètre dans les autres pays? Alors, le problème souvent des PME, c'est de rester concentré sur le court terme parce qu'elles ont le nez dans le guidon, comme on va dire. Il y a tout à gérer en même temps. Et le chef d'entreprise, alors que ce soit un homme ou une femme, ne prend pas forcément le temps de prendre de la hauteur, comme disait Stéphanie tout à l'heure, ou de prendre du recul pour avoir une vision globale. Mais il est fondamental de garder un cap, et que ce soit à 3 ou 5 ans, mais d'avoir une stratégie quand même moyen long terme, et puis ensuite de l'adapter avec différents scénarios. Ça, c'est évident. Après, la flexibilité que l'on peut avoir et en utilisant notre réseau, il y a eu beaucoup de réunions bilatérales pendant cette période Covid. Alors, quand je dis bilatéral, c'était l'Italie, la Turquie, l'Allemagne, la Russie, les pays d'Amérique latine et l'Italie, différentes réunions qui ont été mises en place, notamment pour toutes celles, et il y en a beaucoup, Bertrand a parlé tout à l'heure de tourisme à Madagascar, mais on a beaucoup de femmes dans notre association qui ont des hôtels, des restaurants, des structures touristiques, et qui, de fait, par l'arrêt des voyages, l'arrêt des déplacements, se sont retrouvés en grande difficulté, avec en plus certains pays où il n'y a pas d'aide. On a la chance en France d'avoir un gouvernement qui a pris des mesures sur le plan économique qui sont, je crois, sans précédent. Et on ne retrouve pas ça dans d'autres pays, en ne laissant aucune entreprise sans une aide, quelle qu'elle soit. La solidarité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément au sein d'un même pays. Alors, chez les femmes, oui. Chez les femmes, chefs d'entreprise, oui. Si je prends l'association française, comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai présidée en 2004, de 2004 à 2013. Et on a mis en place des tas de dispositifs pour pouvoir aider les autres femmes, soit les aider financièrement, soit les aider en prêtant de la main-d'œuvre pour celles qui, au contraire, avaient de l'activité, soit en donnant des conseils, en faisant passer toutes les informations. Et au niveau international, c'est pareil. J'ai participé à plusieurs webinaires avec différents pays où le but était de dire que fait-on, quelles sont les best practices en ce moment liées à la Covid, ce qui peut être mis en place par les gouvernements, par exemple, et qui donne des idées à d'autres. Je sais que l'une de nos présidentes d'un des pays dits Europe de l'Est m'a fait contacter en me disant chez nous, il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites? Parce que je voudrais porter ces mesures. Donc, c'est aussi une façon d'aider les autres chefs d'entreprise et les autres femmes notamment. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est que dans les pays où il y avait le plus de difficultés, c'est là aussi où il y avait le plus de solidarité entre les personnes. C'est vrai que dans les pays occidentaux, on vit un peu dans le luxe, on ne se rend pas compte de la chance que l'on a, de la liberté que l'on a. On a toutes ces discussions sur le pass sanitaire, une atteinte à notre liberté. Oui, c'est une atteinte à notre liberté, mais il y a des gens qui aimeraient avoir la liberté de se faire vacciner.
et ils n'ont pas la possibilité parce qu'il n'y a pas de vaccin pour eux. Donc, je crois qu'on est, un peu des enfants gâtés dans les pays européens et on ne se rend pas toujours compte que c'est très difficile ailleurs. Donc, c'est une des choses, je crois, au niveau du mentoring, un des messages à faire passer, c'est surtout partager et notamment partager ses problèmes. Parce que la pire des choses, quand on a une difficulté dans son entreprise notamment, c'est de le garder pour soi, alors qu'en fait, des personnes à l'extérieur pourraient complètement apporter leur aide. Donc, surtout s'ouvrir et parler. Voilà, et je crois parler. dans la mission de l'organisation, de l'association Femmes Chefs d'entreprise, nous te rejoignons pour dire combien de temps tu passes pour vraiment consolider nos actions dans le réseau pour que ça soit vraiment à faire épanouir les femmes chefs d'entreprise. Ce réseau est là pour vraiment aider et donner l'information dans tous les 4 coins du monde. Moi, je voudrais savoir avec toi, Marie-Christine, tu vois, ce Business Without Borders, tu m'as toujours dit, Aline, vous êtes vraiment chanceuse. Et moi, je dis vraiment, ici, avec l'association, nous avons un peu de chance et avec beaucoup de ténacité, nous avons pu, à travers la crise, faire ce beau projet de Business Without Borders, où il y a des modules de formation en digital. Et ça, c'est aussi grâce à l'ambassade de l'Australie. Et là, je salue l'ambassadrice de l'Australie qui nous a rejoint, Dr. Kate O'Shaughnessy, et son équipe. On aura l'occasion, à la fin du webinaire, d'avoir un partage avec eux, avec toute l'équipe, et aussi à la Mauritius Commercial Bank, vraiment. Et là, je pose la question à Marie-Christine Ogli. Comment est-ce que tu vois le progrès qu'on a fait avec Business Without Borders? Alors déjà, je voudrais dire une chose et un engagement. J'en avais parlé. J'aimerais que ce soit ce que vous avez fait, votre expérience, que ce soit un prototype et qu'on puisse le dupliquer dans d'autres régions. Parce que ce que vous avez fait, c'est quelque chose, le mentorat, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu mettre en place, mais de manière vraiment active partout. Donc, ce serait bien, Aline, que tu sois la pilote et qu'on mette en place un réseau donc de femmes chefs d'entreprise de notre association et que toi, tu les coordonnes pour qu'on mette en place ce type d'action dans les autres régions. Alors, bien sûr, il nous faudra des moyens financiers parce que sans finance, on n'arrive à rien, mais ça, je suis sûre que c'est un détail. On y arrivera. L'essentiel, c'est qu'une fois que c'est structuré, et j'ai vu entre le tout début et aujourd'hui, là, vous avez maintenant 5 mentis qui ont été accompagnés, 50, pardon, mentis qui ont été accompagnés. Vous en visez 100 pour le deuxième batch, je dirais même, on pourrait aller à 100. 60 pour le deuxième, je dirais, mais 100, c'est pas, faut de l'ambition. Et les 100 mentors, on les trouvera. Donc, moi, je m'engage la dernière fois, comme a dit Hilde, on a eu une semaine pour trouver les mentors. C'était un peu court. Mais là, à partir du moment où on est prévenu. Jusqu'à novembre. Donc, on a notre congrès au mois de novembre. Donc, c'est le moment d'en parler et de demander des bonnes volontés. Oui, merci beaucoup Marie-Christine. Et là, je repars sur Stéphanie. Stéphanie, le partenariat de la MCB avec AMFCE, c'est génial. Nous, on est vraiment très, très fiers d'avoir un partenaire comme la banque MCB. Comment le Gender Charter de la MCB est capital aujourd'hui? C'est un axe stratégique incontournable. Vous avez beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont des clients chez vous. Est-ce que tu peux nous partager ton regard dessus? Oui, bien sûr. Donc, nous, au niveau de la banque, bien sûr, nous sommes tout à fait engagés par rapport à nos objectifs d'inclusion et de gender parity. Donc, bien sûr, ça commence en interne chez nous, où là, nous avons pris le pari d'avoir
40% de femmes dans les positions managériales. Mais ça ne s'arrête pas que l'interne. Il faut que ça commence par l'interne. Mais pour nous, c'est stratégique pour le pays. Donc, pour te dire la portée et l'importance qu'on apporte à notre politique gender, c'est important pour le pays, tout d'abord d'un point de vue déjà d'équité et aussi d'inclusion sociale. Parce que nous savons que la COVID a fait affecter tout le monde, mais malheureusement, les femmes ont été plus affectées que les hommes, que ce soit en termes de précarité, en termes de violence domestique, en termes de chômage. Les femmes, malheureusement, ont été plus affectées. Donc, pour nous, c'est un facteur d'inclusion sociale et justement de durabilité de la société mauricienne. Donc, deuxième point qui est beaucoup plus lié à notre engagement auprès de l'AMFCE, c'est parce que nous pensons que les femmes, que l'avenir de Maurice est vraiment de manière très intrinsèque lié aux femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est source de développement économique. Donc, le taux de participation dans la population active des femmes, actuellement à Maurice, elle n'est que de 46%. Et on a fait des estimations, et ça, c'est dans un contexte, donc c'est là que c'est stratégique, parce que c'est au niveau national, dans un contexte où nous avons un problème de vieillissement de la population, donc il faut avoir plus de population active pour aller nourrir tous les pensionnés. Donc, au fait, pour nous, avoir plus de femmes dans la population active, c'est source d'une production accrue et aussi d'une productivité accrue. Donc, pour nous, c'est très important que les femmes, et donc à travers les femmes chefs entrepreneurs aussi, qu'elles participent activement à l'économie mauricienne. Donc, notre partenariat avec la MFCE, c'est de pouvoir justement accompagner ces femmes, les donner les outils nécessaires, leur donner aussi l'opportunité justement de réseautage entre elles, parce que, comme vous l'avez tous mentionné, c'est source justement d'inspiration et de solidarité pour pouvoir justement avoir un vivier de femmes chefs d'entrepreneurs dynamiques qui veut contribuer donc au bien-être de Maurice. Parce que pour nous, en tant que banque, notre rêve, au fait, les PME, c'est une pépinière pour nous. Donc, nous, notre souhait, c'est que toutes ces PME, elles grandissent. Elles grandissent déjà pour elles-mêmes et pour leurs employés, mais aussi pour le pays. Donc, il en est d'un intérêt national. Donc, nous apportons donc tout notre soutien aux femmes chefs d'entreprise. Et au fait, à travers Business Without Borders, c'est les équiper avec les outils, parce qu'on remarque aussi au niveau des chefs hommes et femmes, de manière générale, à Maurice, les PME, il y a une infime partie qui puisse, vous allez m'excuser mon anglicisme, mais scale up, c'est-à-dire grandir et sortir donc de la petite entreprise qui a été créée peut-être bien souvent les femmes, bien souvent par passion. Hein. Ça démarre souvent d'une passion personnelle, soit à travers, si c'est la déco, si c'est dans la fabrication, justement dans la couture. Aline, ton exemple mais toi, tu as pu scale up. Donc, pour nous, on veut pouvoir équiper donc les femmes chefs d'entreprise à vraiment faire grandir leur projet de vie. Et là, on voit qu'il y a peut-être au niveau de tout ce qui est justement réflexion stratégique, au niveau de tout ce qui est financial literacy et au niveau de présenter leur dossier lorsqu'elles viennent en banque, où là, on espère à travers Business Without Borders, ça va les équiper justement à construire leur vision d'entreprise, à présenter de manière convaincante et aussi à négocier. On ne t'entend pas, Aline. Je suis à mute. Au niveau de Maurice, l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise, et je crois que dans tout le monde, dans tous les pays du réseau des femmes chefs d'entreprise mondiales, pour nous, on dit au gouvernement, nous sommes 52% de la population féminine, et si le gouvernement n'investit pas dans ces ressources gaspillées, donc la contribution des femmes au niveau économique est vraiment vitale pour la croissance du pays et pour vraiment maintenir les pays, pour la sortir de la pauvreté, parce que derrière une femme, il y a une famille, il y a des enfants,
Et voilà pourquoi nous militons et c'est notre mission. Voilà, et nous sommes très heureux et très fiers. Maintenant, on n'a que, je veux dire, j'ai épuisé mes 45 minutes, mais c'était trop intéressant et c'était trop vivant. Je vous donne, est-ce que vous pouvez avoir 2 secondes, 3 secondes pour dire un mot de la fin et on va passer aux deuxième partie du webinaire. Alors, 3 secondes, Stéphanie. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter? Réinvestir en soi et dans son entreprise stratégiquement? Alors moi, je dis à toutes les femmes, là, donc, d'y croire, d'abord de croire en soi, OK? Et de foncer, d'oser et d'être solidaire entre elles. Bertrand? Elle a utilisé les mots, effectivement, que j'aurais utilisé. Effectivement, c'est oser entreprendre et ne pas vous laisser abattre par tout le pessimisme potentiellement de tout ce qu'on peut vous donner comme information autour de vous, hein, ne serait-ce qu'en écoutant les informations dès le matin, ça commence déjà mal en règle générale en nous annonçant toutes les catastrophes du monde entier. Donc, oser véritablement entreprendre. Et puis, je vous invite vraiment toutes à rester connectées et le réseau que vous avez constitué en fait partie. N'hésitez pas à vous retrouver, à nous retrouver tous sur les réseaux, les LinkedIn et autres, etc. Si on peut, d'une manière ou d'une autre, vous donner un conseil, une aide, vous faciliter des contacts. La notion de réseau est un élément prioritaire et le faire en bienveillance, en tout cas pour accélérer les choses de façon efficace. Marie-Christine, le mot de la fin pour ce webinaire 4 sur la stratégie. 2 mots, oser, parce que ça, c'est ce que j'utilise toujours lorsque je parle d'entrepreneuriat et d'entrepreneuriat féminin. Et puis ensuite, je dirais ensemble, et je citerai notre devise, seuls nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. Alors, merci beaucoup à nos 3 invités pour ce webinaire, 4e webinaire sur la stratégie. Et ce webinaire, comme je vous ai dit au départ, s'inscrit dans le programme de Business Without Borders qui a trouvé financièrement sponsorisé gracieusement par l'ambassade de l'Australie et la MCB. Donc, tout ça a été possible grâce aussi à tous les partenaires, Mentees, Mentor, les associations et beaucoup d'énergie pour arriver à un programme comme Business Without Borders qui est une plateforme digitale de mentorat. Merci beaucoup.